Merci Anne-Sophie. Donc oui, comme Anne-Sophie l'a indiqué, merci bien de garder vos micros coupés et éventuellement vos caméras afin de sauvegarder la bande passante et d'éviter l'interférence. Donc bonjour à tous, je suis Antoine Legat, je suis à une mission au ministère de l'Agriculture. Je vais vous présenter rapidement les enjeux des 4 ministères qui pilotent le plan Ecofito sur l'axe recherche-innovation. Et donc cet appel qui s'appelle pour et sur l'engagement des parties prenantes dans les filières et les territoires pour appuyer et valoriser la réduction de l'usage et des impacts des produits phytosanitaires. Donc je vais très rapidement présenter les enjeux ministériels et je laisserai ensuite les enjeux scientifiques être présentés par Stéphane Lemarié du CSERI. Damien, si tu peux passer la slide suivante. Et encore. Donc le plan Ecofito 2+, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent plutôt bien. Il est né à la suite du Conseil de l'environnement et pour répondre à la directive européenne 2009. Donc on en est à la 3e mouture. Après Ecofito 2018 et Ecofito 2, on est aujourd'hui à Ecofito 2+. Il y a donc 4 ministères qui sont associés sur l'ensemble du plan: ministère de l'Agriculture, de la Transition écologique, de la Santé et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et donc, les deux objectifs d'Ecofito, qui sont au cœur du plan depuis le début et qui ont été encore renouvelés en 2019 dans la dernière mouture, c'est de réduire de 50% l'utilisation des produits phytosanitaires aujourd'hui à l'horizon 2025, et puis réduire les risques et les impacts sur la santé et les écosystèmes de l'usage de ces produits. Donc pour ça, la grande ambition, c'est de changer les systèmes pour les rendre plus résilients et plus durables. Et donc pour cela, Damien, slide suivante, s'il te plaît. Pour cela, donc, le plan se décline en 6 axes, avec notamment l'axe 2, qui est l'axe recherche et innovation. Donc c'est celui dont on parle aujourd'hui et dans lequel cet appel à projet se situe. Donc l'axe recherche et innovation, il est donc copiloté par ces 4 ministères et il est appuyé par les travaux du CSERI, le Comité scientifique d'orientation, recherche et innovation, qui est un groupe d'experts et scientifiques, une quarantaine de membres de différents instituts, qui nous aident à travailler pour élaborer une stratégie de recherche et une programmation de la recherche dans le cadre du plan Ecofito pour servir les objectifs du plan. Cet axe est doté d'un budget d'environ 7 millions d'euros annuels, qui donc nous permet de lancer différents types d'instruments de recherche, notamment les appels à projets comme aujourd'hui, et aussi des études, par exemple des expertises collectives. L'objectif de l'axe 2, c'est donc de mobiliser la recherche, de la structurer pour aider à produire les connaissances afin d'atteindre les objectifs de politique publique qui sont fixés par le plan Ecofito. Damien, s'il te plaît. Donc le plan Ecofito par rapport à l'ambition de l'appel d'aujourd'hui qu'on va vous présenter, que Stéphane va vous présenter. Donc évidemment, ce plan accompagne et met en œuvre 2 lois qui sont très importantes pour nous, qui sont la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la santé de 2014, et puis la loi de 2017 à la suite des États généraux de l'alimentation. Ces 2 lois ont pour objectif évidemment d'assurer la transition agroécologique de l'agriculture et d'assurer la triple performance économique, environnementale et sociale. Alors merci de couper vos micros parce que ça fait un petit peu d'écho. On n'ait pas de problème de son. Je vois qu'il y a un micro qui est ouvert. Je le coupe, voilà. Donc l'ambition de ces 2 lois, c'est bien d'assurer la transition agroécologique et d'assurer la triple performance. Et donc des efforts importants, et en particulier dans la R&D, dans la recherche-innovation, ont été portés, notamment pour trouver des alternatives qui soient durables aux phytosanitaires et les proposer aux acteurs de terrain et notamment aux agriculteurs pour essayer de faire changer les pratiques. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que la recherche nous a aidé à comprendre, c'est qu'il y a un ensemble de verrous techniques qui se posent. Et Damien, si tu veux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Il y a un ensemble de verrous qui sont non pas forcément liés aux agriculteurs eux-mêmes, mais aussi dans les systèmes dans lesquels ils s'enchassent, les systèmes sociotechniques ou différents types d'acteurs en amont et en aval de l'exploitation et des décisions de l'agriculteur viennent contraindre ces décisions et donc peuvent poser différents types de problématiques qui vont de la reconnaissance de l'effort partagé pour réduire les phytos, sur la valeur et la valorisation des productions avec moins ou sans phytos,
et donc les questions d'organisation des acteurs et des contraintes que cela pose au niveau technique, organisationnel ou socio-économique. Donc ces verrous, ils sont très larges. On a donné quelques exemples ci-dessous dans la slide. Par exemple, la R&D a permis de produire des cépages résistants en vigne. C'est poser la question de pouvoir les reconnaître et les valoriser sous la forme d'AOC. Donc comment on peut permettre d'avoir un label qui reconnaît les efforts partagés en R&D et d'organisation, parce que souvent les cépages résistants ont besoin d'être mis en place sur de larges échelles pour pouvoir être efficaces dans le frein de la dispersion des champignons. Donc comment on reconnaît la valeur de ces efforts. Les exemples aussi, ça peut être lorsqu'on souhaite promouvoir la diversification variétale, est-ce que il est possible justement d'avoir des cahiers des charges qui reconnaissent cet effort et qui permettent en aval de pouvoir collecter, trier et donc mettre en valeur cette diversification des cultures au niveau industriel. Ça peut être aussi la question de l'organisation des acteurs en amont et aval. On pense par exemple au glyphosate, où une des pistes évoquées largement pour pouvoir se passer du glyphosate, c'est d'utiliser des couverts interculture. Mais est-ce que l'organisation des semenciers, l'organisation de l'agroéquipement permet justement d'avoir des couverts qui soient adaptés à tous les contextes et qui soient facilement derrière gérables techniquement pour pouvoir les éliminer? Et dans le même temps, on a aussi le foisonnement et l'émergence de plein d'initiatives appuyées par les politiques publiques qui permettent aussi de lever certains types de verrous. On voit apparaître les projets d'alimentation territoriaux, les territoires d'innovation de grande ambition. On pense à Vitirev, par exemple, qui permettent... Alors, merci de bien couper vos micros. On est désolé, aujourd'hui, on n'a pas de technologie webinaire, on est en visio, et donc malheureusement, les micros ne sont pas coupés d'office. Merci à vous. Et donc, de nouvelles formes d'organisation et de gouvernance qui permettent justement de lever un ensemble de verrous et donc qui apparaissent et qui nous posent de nombreuses questions aussi pour pouvoir évaluer en quoi ils sont capables justement d'accompagner la dynamique et la démarche de réduction des phytos. La slide suivante, s'il te plaît, Damien. Et donc, évidemment, Stéphane Lemarié va revenir derrière sur les enjeux scientifiques de l'appel. Dans le texte de l'appel, vous avez dû lire qu'il y a 4 grands thèmes qui sont tous également importants. En particulier, il y a un thème, le thème 4, qui relève des politiques publiques. Et donc, c'est ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui, ce sur quoi les 4 ministères seront particulièrement intéressés et attentifs dans les cadres des projets que vous proposerez. Évidemment, nous attendons que les projets, les propositions puissent venir en appui de nos politiques publiques pour les renforcer en termes de compréhension des mécanismes à l'œuvre, en termes d'outillage, et donc permettre une meilleure articulation et une meilleure cohérence dans les différents instruments de politique publique qu'on met en œuvre et comment les opérationnaliser dans le cadre de la réduction des usages et des impacts des produits phytosanitaires. Et donc, nous attendons des propositions, évidemment, qui nous permettent de mieux caractériser les verrous socio-techniques et les problématiques liées à la répartition de la valeur des réductions, des démarches de réduction et des organisations des acteurs dans les filières et les territoires, mais surtout des propositions qui nous permettent de lever ces verrous. Il ne s'agit pas juste de les décrire, mais bien de pouvoir les dépasser. Et donc, pour cela, quels sont les leviers qui nous sont disponibles pour les politiques publiques? Nous attendons qu'on puisse voir dans les projets des études liées à ça pour mieux comprendre lesquels sont les plus efficaces, mais aussi les plus durables, et puis comprendre comment les articuler pour éviter des effets de rétroaction. Quels dispositifs et quels outils on peut promouvoir? Donc, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui peuvent se poser et qui sont d'intérêt, comme les labels, les circuits alimentaires, les systèmes d'aide incitatifs. Donc, nous sommes en attente de pouvoir mieux comprendre lesquels sont les plus efficaces, pourquoi et dans quel contexte, et de comment on peut mesurer l'impact et de vérifier notamment leur durabilité. Et donc ensuite, bien sûr, on a l'ambition de pouvoir avoir des gouvernances adaptées pour accompagner ces transitions et ces démarches de réduction des phytos. Et donc, on attend de pouvoir mieux comprendre quelles sont les formes qu'on devrait pouvoir adopter pour être le plus efficace possible et embarquer avec nous tout le monde de la meilleure des manières possibles. Donc voilà les grands enjeux pour les 4 ministères par rapport à cet appel. Et donc je vais laisser Stéphane Lemarié du CSERI présenter les enjeux scientifiques de l'appel et expliciter un petit peu plus ce qui est dans le contenu du texte que vous avez dû pouvoir lire. Je te laisse la main, Stéphane. Merci.
Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, je vais me présenter en 2 mots. Donc, je suis chercheur à l'INRAE. Je fais des chercheurs en économie. Je ne suis pas forcément un grand spécialiste des questions de phyto. Je travaille plutôt sur les questions liées aux semences et à l'offre de semences du point de vue de l'économie, mais bon, ça c'est un détail. Donc, je suis membre du CSO-RI depuis un peu plus d'un an et j'ai fait partie du groupe qui a rédigé, qui a fait la proposition, qui a réfléchi à cet appel. Après, ça a été échangé au sein du CSO-RI et puis aussi, bien sûr, avec les ministères. Voilà donc ce qu'il en est. La présentation, elle est en 3 parties. Je vais revenir sur les éléments un peu de présentation générale des objectifs. Ça va répéter un peu ce qui a été dit juste avant, mais c'est peut-être passer un peu plus de temps sur ce qu'on entend par partie prenante, pour pas qu'il y ait de malentendus. Et puis après, je vais présenter les 4 thèmes de cet appel, un peu plus en détail les questions qu'on attend derrière. Et puis je finirai par mentionner un certain nombre d'aspects pratiques pour répondre à cet appel. Voilà. Je vais bien la slide suivante. Merci. Alors, donc les enjeux appliqués, c'est que donc on pense que voilà, les parties prenantes sont un levier important. Donc ça a déjà été expliqué et peu étudié pour développer des initiatives qui sont basées sur des pratiques qui conduisent à un usage réduit des pesticides. Donc pour être dans le cadre éco-phyto. Alors les parties prenantes, je vais y revenir un peu plus loin. Il y en a un certain voilà, on en liste un certain nombre, mais notez bien le etc. On n'a pas, voilà, c'est pas forcément exhaustif, hein, mais voilà les différentes parties prenantes. Je vais y revenir un petit peu plus loin. Et donc là, voilà, l'objectif, c'est d'étudier. On a conscience que voilà, il y a un changement des chaînes de valeur, des organisations au niveau des territoires et des filières, et qui vise à mieux valoriser les efforts donc, de réduction des pesticides. Et on veut étudier comment tout cela se fait. On aimerait que voilà, il y ait des travaux qui permettent de comprendre comment tout cela se fait et comment on peut le favoriser. Alors, ça soulève des questions de valorisation de cet effort, notamment auprès des consommateurs, mais pas seulement. Donc là où la valeur, voilà comment la valeur est créée, et puis enfin comment la valeur est valorisée, et puis après des questions plutôt de comment la valeur est créée, donc de coordination des acteurs au sein des filières des territoires, et puis des questions liées à la mise en charge. Donc ça c'est voilà vraiment des objectifs généraux. Je vais revenir un peu plus loin dans le détail. Et puis après il y a les questions aussi de rétribution des efforts qui sont faits par ces différents acteurs. Voilà. La slide suivante. Donc, les définitions des parties prenantes, donc ça couvre plein d'acteurs différents, organismes de collecte, transformateurs, distributeurs, agroéquipementiers, centrales d'achat, organisateurs pour la passation de marché, des gestionnaires de circuit court, dépositaires de marques, enfin voilà. Ça, c'est encore une fois, c'est pas exhaustif. On vous a mis quelques liens sur voilà, qui peuvent renvoyer, qui peuvent préciser un peu plus ces parties prenantes. Donc là, il y a quelques illustrations qui viennent après sur. Je mets la slide suivante. Concernant des coopératives, des acteurs des PAT, des plateformes d'achat de traçabilité, des circuits courts, des dépositaires de marques et labels, parce qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui sont basées sur des labels, des fournisseurs de services. Je mets la slide suivante. Il y a du conseil aussi, il y a des acteurs du machiniste, des agroéquipementiers, et puis des réseaux, des inter-réseaux de développement rural. Voilà. Donc, et là, j'ai pas tout passé parce qu'il y a aussi des questions, des assureurs. Voilà. Donc, voilà. En termes de parties prenantes, on n'est pas voilà, c'est très ouvert sur cet appel. Quoi. On a bien conscience que suivant les situations, c'est pas les mêmes parties prenantes qui jouent un rôle clé, et donc il n'y a pas de limitation a priori sur ces parties prenantes. Je mets un slide suivante. Voilà. Donc ce qu'on attend, c'est des projets qui étudient des solutions qui visent à déverrouiller certaines situations. Donc ça a bien été expliqué avant. Et donc ces situations, et donc en déverrouillant, vont permettre de réduire l'usage de produits phytosanitaires. Alors, donc il faut comprendre les facteurs de réussite et d'échec, les leviers, et on veut trouver
voilà, comprendre des leviers qui ont une portée assez générique, donc qui pourraient permettre voilà, d'apprendre des choses sur certaines expériences qui ont déjà été faites et qui pourraient être mises en œuvre sur d'autres situations. Voilà. Donc, qui permettraient de dégager des recommandations. Alors, voilà, c'est important ce point-là parce qu'on veut vraiment ne pas se limiter, on veut éviter des travaux qui se limiteraient à des cas trop spécifiques, alors, qui permettraient de comprendre certains cas, mais qui ne permettraient pas de dégager des enseignements un peu plus généraux, quoi. Donc, on aimerait vraiment des travaux qui ont cet aspect un peu recommandation pour d'autres cas. Et puis, on veut aussi on voudrait éviter d'avoir des travaux qui se limitent à l'observation et au diagnostic du verrou. On veut vraiment plutôt des travaux qui visent à justement lever ces verrous et à comprendre en ayant bien en tête que souvent les situations, il y a des effets systémiques, souvent il y a beaucoup d'acteurs qui rentrent, qui doivent se coordonner, etc. Donc c'est ça qui crée ces situations ces verrous, mais voilà. Donc l'idée c'est pas seulement de constater cela, donc il faut bien l'avoir en tête, mais aussi de lever ces verrous et donc de voir les solutions qui ont pu être mises en œuvre dans certains cas. Voilà. Alors, je le répète, encore une fois, aucune restriction n'est faite quant au type de parties prenantes étudiées, isolées ou en interaction avec les autres acteurs. Donc, le critère important, c'est que leur engagement ait un effet majeur pour la création de valeur et puis et donc aussi pour réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques. Voilà. Je mets la slide suivante. Donc voilà, alors je vais rentrer maintenant un peu plus dans le détail des thèmes. Alors les thèmes, on en a identifié 4, et ce qui est attendu, c'est que les projets couvrent un ou plusieurs de ces 4 thèmes. Alors, juste pour la petite histoire, quand on a commencé à réfléchir à cet appel, on a assez vite convergé vers ces 4 thèmes. Donc je pense que c'est des thèmes qui sont sans doute assez parlants. Alors après, je vais vous présenter des questions sur chacun de ces thèmes. Ces questions, elles sont pas, je ne vais pas lister toutes les questions là. Il y en a plus déjà dans le texte de l'appel, et puis c'est possible qu'il y en ait d'autres encore qui ne soient pas encore, qui sont dans l'appel, mais qui rentrent bien dans le thème, quoi. Donc c'est pas forcément les questions que je vais vous présenter après, sont pas forcément exhaustives, mais ça vise à illustrer chacun de ces thèmes. Mais ce qui ressort quand même, c'est que je pense que ces thèmes sont assez lisibles. Et donc, l'important, c'est que les propositions qui sont faites couvrent au moins un de ces thèmes. Voilà. Alors, voilà, on les présente de cette manière-là. Alors, les premiers thèmes, ça porte plutôt sur les transformations nécessaires donc, pour mettre en place des nouvelles chaînes de valeur ou des coordinations à l'échelle territoriale. Le deuxième thème est plutôt sur la valorisation, la perception, la crédibilité, la perception par les consommateurs des labels ou des cahiers des charges qui sont liés à ces nouvelles chaînes de valeur. Voilà. Donc plutôt la fin de la chaîne. Après, il y a le troisième thème porte plutôt sur les coûts et les bénéfices de ces nouvelles chaînes de valeur, voilà, nouvelle organisation territoriale, et donc le partage, les coûts et comment ces coûts et bénéfices se partagent entre les différentes parties prenantes. Voilà. Et le quatrième thème donc aussi qui a été évoqué avant, c'est plutôt autour des acteurs publics et des politiques publiques et leur rôle pour favoriser ces initiatives. Voilà. Je mets la slide suivante. Donc maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail de chacun de ces 4 thèmes. Alors, le premier thème, donc, c'est sur les transformations. Je vais transformer nécessaire à la mise en place de ces nouvelles chaînes de valeur. Donc, voilà quelques questions. Donc, les questions, c'est sur, par exemple, les innovations organisationnelles, institutionnelles qui sont nécessaires, alors qu'ils se soient intra ou inter parties prenantes, qui sont nécessaires pour réduire l'usage des produits phytopharmaceutiques. Les innovations aussi techniques, qui sont indispensables dans certains cas, et qui peuvent au moins avoir un effet, soit indispensable, soit qui peuvent avoir un effet favorable. Est-ce qu'on a des niches d'innovation qui existent et est-ce qu'elles peuvent avoir un rôle d'incubation et comment se passe en gros la dynamique en partant de la niche vers des
la montée en gamme ou les changements d'échelle, en fait, qui permettraient de promouvoir des initiatives qui basées sur l'usage réduit de produits phytosanitaires. Et donc, quelles sont les différentes étapes de transformation pour ces changements d'échelle et tout en garantissant la viabilité de ces initiatives dans le temps. Voilà, les problèmes économiques qui se posent ou les problèmes d'autre nature qui se posent sont sans doute différents quand on change d'échelle. Voilà pour le thème 1. Donc, encore une fois, j'insiste là-dessus, je vous donne quelques questions et c'est vraiment pas exhaustif de toutes les questions qui sont dans chaque thème. Sans doute, certains doivent se dire, mais non, sur ce thème-là, il y a aussi ça qui, dans le cas que j'ai en tête, il y a aussi cette question-là qui me semblerait importante. Bon, si la question rentre dans le thème 1, voilà, ça rentre dans l'appel. Voilà, c'est clair. Je veux bien la slide suivante, le thème 2. Donc, le thème 2, il est plutôt sur les questions liées à la perception des consommateurs. Donc, certaines questions, c'est comment faire évoluer les préférences des consommateurs vis-à-vis des produits qui limitent l'usage de produits phytosanitaires, analyser les outils de communication qui sont mis en œuvre, voilà, les informations qui sont apportées et quels sont les effets de ces informations sur les perceptions des consommateurs. Ensuite, il y a derrière ces outils, en général, des systèmes de certification, de traçabilité, analyser l'efficacité de ces systèmes et l'effet des labels selon qu'ils sont publics ou privés. Il y a d'autres questions aussi, on voit dans certains cas un effet de multiplication. Ah non, excusez-moi, j'anticipe la dernière question. Je vais en parler tout de suite, je reviendrai à l'avant-dernière. Un effet de multiplication des labels et est-ce que ces effets, quel est l'effet de cette multiplication des labels et aussi comment la perception des consommateurs se transforme en propension à payer pour certains produits et aussi quels sont les effets des labels selon qu'ils sous-entendent une obligation de moyens ou une obligation de résultat. Voilà, je suis désolé, j'ai laissé quelques fautes dans mes slides, excusez-moi. Le thème 3. Voilà, le thème 3 est plutôt sur les coûts et les bénéfices de ces nouvelles chaînes de valeur ou nouvelles organisations territoriales. Donc voilà, il y a toujours ces aspects. Chaîne de valeur, on a plutôt en tête que ça renvoie souvent à une perception un peu filière, industrielle, mais voilà, l'appel couvre bien les deux aspects, à la fois cet aspect plutôt filière et ces aspects plutôt territoriaux. Il y a pas de, voilà, on couvre bien les deux aspects. Alors, quels sont les coûts? Donc, quelques questions, c'est quels sont ici les coûts, les bénéfices et les risques et hautes externalités de ces nouvelles chaînes de valeur, voilà, nouvelle organisation territoriale, et qui soient voilà, de nature économique ou non économique, non économique couvrant les enjeux de santé, environnement, et voilà. Ensuite, sur l'aspect économique, c'est comment sont valorisés les efforts qui sont consentis par les différentes parties prenantes et en particulier par les producteurs. Dans quelle mesure voilà, les nouvelles chaînes de valeur modifient aussi les pouvoirs de marché au sein des filières. On a des filières où tous les acteurs n'ont pas forcément les mêmes pouvoirs en termes de négociation. On connaît bien ça. Et donc, est-ce que voilà, c'est est-ce qu'on a potentiellement une modification de ces rapports au sein de ces filières et bien sûr, ça va jouer très certainement sur le partage des bénéfices. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cela suivant, alors, peut-être cette question ne se pose pas certainement pas dans tous les cas, mais dans les cas où on a des chaînes de valeur avec des acteurs qui ont des pouvoirs particulièrement importants, c'est des questions qu'on juge importantes à étudier. Et aussi comment la diversité des consommateurs participe ou non à l'efficience de ces nouvelles chaînes de valeur, voilà, et ces nouvelles organisations territoriales. Voilà, je vais aborder maintenant le 4e thème, donc, qui est plutôt sur les acteurs et les politiques publiques. Donc voilà, pour favoriser cela. Alors, l'idée, on le met en dernier parce qu'on pense que c'est important déjà de comprendre comment ça se passe sur le terrain et à la fin, comprendre comment, s'il y a eu des politiques publiques, comment elles ont favorisé ça, ou des acteurs publics, ou comment on pourrait, voilà, est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui pourraient être prises du côté des acteurs ou des politiques publiques qui permettraient de favoriser ça.
Alors, certaines questions qui se posent, hein, c'est dans quel cas voilà, ces nouvelles chaînes de valeur peuvent favoriser des collectivités territoriales, peuvent être favorisées pardon, par des collectivités territoriales d'autres instances locales, hein, comme par exemple les parcs nationaux, régionaux, les agences de l'eau, ou des services publics, voilà, qui soient déconcentrés ou à l'échelle nationale. Ensuite, une autre question, c'est quel est l'impact combiné de ces différents types de politiques publiques, hein. On a plein de politiques publiques, voilà, comment elles s'articulent, en espérant qu'elles n'aient pas des effets trop contradictoires. Et donc ça, c'est des questions aussi importantes à étudier potentiellement. Et puis, le dernier point, un dernier point, mais il y en a peut-être d'autres, hein. Un dernier point dans cette slide, c'est la question liée à la gouvernance pour construire et coordonner ces politiques publiques. Voilà. Alors, je vais passer maintenant à des aspects plus pratiques. J'espère que ces 4 thèmes sont assez parlants pour vous. Alors, les attendus, hein, donc maintenant, donc on attend des projets qui sont basés sur des consortiums de recherche, hein. Alors, de ce point de vue-là, pour ceux qui sont familiers des appels ECOPHITO du IOCSORI, c'est assez classique, hein, comme type de consortium. Il n'y a pas forcément de grandes nouveautés là-dessus. Donc, on attend des consortiums, des projets qui sont basés sur le consortium qui rassemblent des partenaires complémentaires. Donc, d'un côté, des acteurs de terrain, acteurs associatifs, professionnels qui sont bien sûr intéressés par les questions qui sont posées, et puis aussi des acteurs de la recherche et comprenant au moins une équipe de recherche académique. Voilà. Aussi des acteurs du transfert de la valorisation, en y incluant, c'est possible, des acteurs qui sont impliqués dans l'enseignement et la formation. Et voilà, ce qu'on veut aussi dire, c'est qu'il ne faut pas trop stresser dès le départ. Donc, vous allez voir, comme ça s'est fait, je ne sais pas si c'est tout le temps, mais en tout cas très, très souvent dans les appels qui sont lancés, c'est qu'il y a une phase lettre d'intention, manifestation d'intérêt, une phase après de construction, évaluation du projet. Et dans la première phase, ce n'est pas critique si les consortiums ne sont pas complets. Ils pourront être ajustés dans la deuxième phase de montage du projet définitif. Voilà. Donc les projets, c'est des projets d'une durée maximum de 36 mois. Je préciserai un peu le calendrier de dépôt plus tard. Et pour un budget maximum de 250 kg. Alors, un ordre de grandeur, hein, le budget total de cet appel c'est 2 millions d'euros. Ça ne veut pas dire forcément que les 2 millions seront distribués, ça dépend de la qualité des projets qui seront là, mais ça vous donne un peu un ordre d'idée sur le nombre de projets qui pourraient être retenus dans cet appel. Voilà. La slide suivante. Donc le calendrier pour février prochain, donc on attend la réception des lettres d'intention. Voilà, sur le site internet. Donc il y a un site qui est dédié à cet appel, vous avez dû le savoir. Ensuite, on aura une phase d'évaluation des lettres d'intention avec un retour. Comme ça s'est fait souvent, on va organiser un séminaire de co-construction des projets à partir des lettres d'intention. Donc, on donnera un retour sur les lettres d'intention. Voilà. Et puis après, il y a une deuxième phase de dépôt des projets. Donc, avec un dépôt début juillet, une évaluation entre juillet et septembre l'an prochain, et une contractualisation qui se fera à peu près dans un an. Voilà. Ensuite, j'ai encore, je crois, une dernière slide. La slide suivante, oui. Voilà. Alors, les attendus sur la lettre d'intention. Donc là, j'ai pris donc le masque de cette lettre d'intention, il est sur le site. J'ai pris juste les différents items. Je ne vais pas passer donc avec les tailles attendues, mais ça vous donne un peu des idées. Donc sur les objectifs, sur l'originalité, les liens avec les autres projets. Alors ça, c'est voilà, il y a eu on a en tête certains autres appels, notamment le PPR et des choses comme ça. Donc, c'est possible que les équipes ou les partenaires qui participent à certains des projets participent aussi à d'autres appels. Et donc, c'est important de préciser comment tout cela s'articule. Les questions et les hypothèses scientifiques que le consortium se propose de traiter dans ce projet-là, la méthodologie, les partenaires, les résultats attendus, livrables.
les apports bien sûr aux objectifs du plan éco-phyto de plus, et puis quelques références des porteurs, enfin des membres du consortium. Voilà. Donc le document, il est disponible sur le lien que j'ai indiqué là. Il y a même plusieurs documents. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a des incompréhensions. Je pense que c'est la dernière slide. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Et je vais vérifier de mon côté si c'est la dernière, si je n'ai pas oublié de dire quelque chose. C'est bon. Oui, voilà, c'est bon. Voilà, et donc je passe la main à Anne-Sophie. Donc, ce que je vous propose, donc Anne-Sophie, Antoine, on va juste vous proposer de passer maintenant à une phase de questions-réponses. On vous a demandé si vous le souhaitez lors de votre inscription, juste avant que vous passiez aux questions-réponses, si vous souhaitiez que vos coordonnées soient partagées à d'autres membres qui se sont inscrits aussi au webinaire, au cas où vous vouliez vous rapprocher entre différents intervenants. Bien sûr, à l'issue de ce webinaire, on transférera à ceux qui l'ont souhaité les coordonnées des personnes qui ont bien voulu partager. Bonjour, excusez-moi. Allô? Oh, oui, allez-y. Je suis par téléphone parce que je n'ai plus Internet. Oui. Je suis en télétravail avec mon ordinateur perso. Et je voulais savoir si on peut le retrouver sur Ecophytopic, l'appel à projet. Oui, il est sur Ecophytopic, mais il est surtout sur une page qui est de démarche simplifiée. Sur Ecophytopic, vous trouverez l'annonce normalement. Et, appel à projet ANR, PPPR, cultiver et protéger autrement, c'est pas celui-ci? Non, madame. L'appel, c'est celui sur les parties prenantes. Donc, est-ce que vous avez laissé vos coordonnées? Est-ce que vous pouvez nous donner vos coordonnées? Oui. Et on vous enverra le lien. Ça sera plus simple. Ben oui, il faudra me l'envoyer. Ouais, alors le problème, c'est que j'ai plus accès à ma boîte, ma messagerie, elle ne marche plus non plus. Christine Archenot. Christine Archenot, ok. Eh ben, ce que je peux vous proposer, c'est, je ne sais pas si. Est-ce que vous pouvez, si vous me dites sur Ecophyto où je peux le trouver, je vais le trouver, mais c'est que je n'ai plus accès du coup à. J'avais retenu votre. Tu peux prendre la main là et nous préciser rapidement le lien à l'oral. Damien, à l'oral. Madame étant au téléphone, elle ne peut pas avoir accès non plus au PowerPoint. Ah, je crois que c'est ça. À recherche et innovation, c'est ça? Appel à projet, recherche et innovation. Voilà. La recherche et innovation, engagement des parties prenantes. Et là, je ne trouve pas. Je vais afficher la page. Ça y est. Voilà, c'est bon, excusez-moi. Si ça ne vous dérange pas, on va passer à d'autres questions. Oui, excusez-moi. Est-ce que d'autres personnes ont des questions par rapport au fond ou par rapport à d'autres questions d'organisation? Moi, je veux bien prendre la parole. J'ai mis une question dans le chat. Peut-on inclure une thèse dans le projet et comment est-ce que ça peut être compatible avec la durée maxi de 36 mois, sachant que, évidemment, il ne va pas y avoir coordination parfaite entre le démarrage du projet et le démarrage de la thèse. Et donc, comment vous envisagez ça? Merci. Alors, le financement de thèse est possible, néanmoins, et vous avez bien pointé le problème principal, qui est la durée maximale de 36 mois et la date de démarrage qui n'est pas forcément ad hoc. La durée maximale de 36 mois est conditionnée par le financeur, qui est l'Office français de la biodiversité, donc elle ne peut, sauf exception, pas être changée lors du démarrage du projet. Actuellement, on a quelques exceptions du fait de la crise actuelle, mais c'est quand même pas une habitude.
Donc, on ne peut pas vous garantir, en effet, que l'ensemble de la thèse soit couverte par le projet. Et il faut être clair là-dessus. D'accord. Mais du coup, ce petit risque-là n'a pas de conséquences sur l'évaluation de projet qui inclurait une thèse. Je veux dire, c'est pas parce qu'on aura présenté une thèse que vous direz, ah ben il y a un risque que ça couvre pas, donc on exclut. Non, on a bien conscience du problème. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on ait quand même une garantie que la thèse soit faisable. Donc, si vous arrivez à dire en plus que vous trouvez que vous avez des pistes pour d'autres financements ou vous avez d'autres financements pour prolonger, ça rassure le comité de sélection. Ça semble logique. Mais pour autant, on a bien conscience que quand il y a du financement de thèse, il y a ce risque-là. Constitutionnellement, on est habitué à ça. D'accord, merci. Oui, bonjour. Fatia Ramli, Société Invivo. J'ai 3 questions, s'il vous plaît, à vous poser. Est-ce que le porteur du dossier peut être une entreprise privée et plus précisément une grande entreprise? Antoine, vous complète par rapport à ce que je vais dire? Alors, a Alors, priori, oui, à partir du moment où le consortium remplit les conditions, je pense qu'il n'y a pas de souci pour que ce soit un porteur privé. Donc, modulo, il y a des équipes académiques qui sont engagées. D'accord. Et que ce soit bien un projet de recherche. Donc, il faut vraiment qu'on ait, là, on est dans un appel à proposition de recherche. Donc, c'est un projet de recherche qui est derrière. Oui. Donc, Oui, forcément, les équipes de recherche doivent être aussi, la constitution du consortium doit donner une part vraiment aux équipes de recherche, pas juste une personne. D'accord, très bien. Et est-ce qu'une même société peut déposer plusieurs dossiers pour différents projets à cet appel à projet? a priori, si les projets sont différents en termes de nature, les problématiques envisagées, il n'y a pas forcément de souci par rapport à ça. Ils seront regardés de façon indépendante. Ok. Et puis en ce qui concerne le taux de la subvention, est-ce qu'il est défini aujourd'hui? Parce que je vois un montant maximum de subvention possible, mais le taux, est-ce qu'on le connaît aujourd'hui? Oui, c'est 75% du coût complet D'accord. maximal. Ok. Bien sûr, on regarde aussi ça. Ok, et puis alors, pour en revenir pour ma dernière question au consortium, je vois en effet donc différents acteurs. Est-ce que cette liste, est-ce que c'est des et, c'est-à-dire un acteur associatif ou professionnel, plus un acteur de recherche, plus un acteur du transfert de la valorisation, ou c'est par exemple 2 sur les 3? Deux acteurs sur les 3. Stéphane, tu vas pas me contredire, mais je pense que le but, c'est que le consortium soit adapté par rapport à l'objet de recherche. Donc, si jamais il est pertinent d'avoir les 3, c'est les 3. Il faut avoir conscience que nous, on recherche particulièrement des projets comme l'a précisé Stéphane, qui se portent sur une étude non seulement du constat, mais aussi des solutions. Et que du coup, on a aussi un intérêt par rapport à la valorisation. Mais on n'a pas pour autant dit il faut absolument tous ceux qu'on a listés dans le consortium. Il faut vraiment que ça soit adapté par rapport au projet. D'accord, très bien. Très bien, merci beaucoup. Si je peux compléter, donc en général, on donne on donne un retour sur les manifestations d'intérêt. Donc l'intérêt, voilà, donc il peut y avoir, si vous êtes donné des éléments assez précis sur et c'est ce qui est attendu un peu sur le consortium au moment de la manifestation d'intérêt, déjà il y aura une première interaction et vous aurez un peu un avis
là-dessus, donc ça pourra guider. Si on a des suggestions à faire, on les fera à ce moment-là. Et par ailleurs, sur les questions de financement, ça c'est plus une expérience même si je suis passé récemment, mais souvent, alors c'est plus sur le projet final que sur la manifestation d'intérêt, mais c'est quand même utile d'un peu le justifier, parce que souvent, en fait, on a une description assez détaillée du projet, et puis vient la partie demande financière, et en fait, on ne comprend pas forcément très bien qu'est-ce qui est utilisé, pourquoi, et donc des fois, c'est un petit peu gênant, voilà, parce que donc c'est pas seulement le montant, mais la justification par rapport à ce qui est fait est quand même utile, parce que voilà. Et souvent, c'est quelque chose, peut-être parce que ça vient à la fin de l'écriture du projet et qu'on le fait au dernier moment, on va un peu vite là, et c'est un peu dommage. Voilà. Mais c'est pour la partie projet, hein. C'est pas tellement pour la partie manifestation interne. D'accord, merci. Dans le chat, je vois qu'il y a une question de Samuel Froid. Je ne suis pas sûre de la comprendre complètement, donc n'hésitez pas à la reformuler. Sur le conventionnement, comment il est envisagé? On a le porteur. Dans le consortium, il y a un organisme porteur responsable. C'est lui qui sera conventionné directement avec l'OFB. Charge à lui ensuite de sous-déléguer avec des sous-conventions, généralement, auprès des partenaires. Je suppose que c'était ça la question, mais je ne suis pas sûre. Qu'est-il prévu en matière de reporting? En reporting, on suit nos projets. C'est une des particularités de l'axe recherche et innovation Ecofito. On les suit au stade, bien sûr, initial, puisqu'on les évalue avec des évaluations à la fois externes ou CSERI, mais aussi au stade intermédiaire et final. On demande des rapports au bout, si le projet est de 36 mois, au bout d'un an et demi à peu près, on demande un premier rapport qui nous permet de voir l'avancée, les difficultés, éventuellement les pistes pour éventuellement corriger certains problèmes. Et là aussi, c'est évalué d'un point de vue scientifique, y compris avec des experts extérieurs. Même chose au stade final. Par ailleurs, on demande aux équipes, en plus des rapports, d'être présents aux différents événements qu'on organise. Et ça, c'est précisé dans l'appel. Bien sûr, on aura un séminaire de lancement. On aura aussi un séminaire intermédiaire et un colloque final. Et il faut que vous prévoyiez, c'est une obligation d'y participer. Et la question au milieu que je ne comprends pas, comment les cases d'art IP avec un porteur qui conventionne avec l'OFB, avec les partenaires, ça je veux bien une précision sur la question parce que je ne peux pas y répondre. Non, mais je crois que tu as répondu, en fait, effectivement, c'est la façon dont le conventionnement se gère avec un porteur qui va sous-conventionner avec ses partenaires et l'OFB, donc gère directement avec le porteur. Donc, je crois que Samuel Froid, justement, dit que c'est clair pour lui. Et donc, la question par rapport à la différence entre le dispositif Ecofito et celui géré par l'OFB, je crois que vous faites référence à l'appel national Ecofito qui a été lancé récemment. Donc, ce sont deux appels qui sont différents. Il y a un appel national qui permet d'avoir des projets sur l'ensemble du plan Ecofito. Là, on est sur un appel recherche-innovation qui s'inscrit dans le cadre de l'axe 2, l'axe recherche-innovation du plan Ecofito. Et juste pour vous dire, on aura plusieurs volets de l'appel national qui sont prévus, dont un qui aura un volet recherche. Mais là, la différence, c'est que ça ne sera pas des projets qu'on financeront, ce sera des demi-bourses de thèse, donc, et pas les mêmes thématiques. Par rapport à la question de la valorisation indicateur d'efficience, alors effectivement, il est attendu d'avoir des publications scientifiques à la fin du projet pour valoriser les résultats au niveau académique, mais il y a un regard qui est porté sur les autres types de valorisation en termes d'opérationnalisation sur le terrain. Ça peut être vis-à-vis de l'enseignement, l'éducation, les communications qui sont faites à la fois scientifiques, mais aussi communications auprès d'autres acteurs. Et en particulier ici, on est sur quelque chose où justement on attend qu'il y ait des interactions avec les acteurs de terrain et les acteurs parties prenantes de différents types. Donc ces choses-là, elles sont regardées effectivement et elles font partie de l'évaluation. Donc il y a absolument besoin d'avoir de la valorisation académique, mais tout autre type de valorisation est la bienvenue et sera regardée avec intérêt et sera jugée pour le projet. Je voulais vous demander si vous allez avoir une démarche active en ce qui concerne la constitution des équipes. Vous avez demandé déjà donc si chacun souhaitait donc que ces données soient communiquées. Moi, par exemple, je participe à un autre projet Ecofito
sur la production des procédés agro-environnementaux sur la production de tomates en Martinique. Alors la dimension partie prenante, bon, j'y participe d'une certaine manière sans que ce soit central dans cette thématique. Je serais donc intéressé avec les membres de mon équipe, donc de pouvoir m'inclure dans un projet, mais pas en tant que porteur. Donc, quelle va être votre démarche pour éventuellement contribuer à cette structuration des équipes ou donc les consolider? Alors, on n'a pas l'axe recherche et innovation ne va pas créer les consortiums, c'est bien les équipes qui vont déposer et vont prendre à charge à eux de découvrir et définir le consortium qui adopte. Pour faciliter, surtout dans cette période, les interactions, on vous propose de partager vos coordonnées. Néanmoins, on n'a pas d'outils supplémentaires à vous proposer à ce stade. Je peux me corriger, hein, Stéphane et Antoine, si vous voulez. On a effectivement en charge aux éventuels porteurs de se coordonner, de communiquer, aux partenaires de communiquer. Et donc, voilà, on propose ce partage de coordonnées des personnes qui sont présentes au webinaire pour justement prendre connaissance de qui a observé ce webinaire et donc qui serait potentiellement intéressé pour pouvoir former des consortia. Mais nous n'avons pas ni les moyens ni l'objectif de pouvoir contribuer à la formation des consortia à ce stade. Alors, comme disait Stéphane, il y a deux parties dans l'appel à projet, enfin il y a deux parties, il y a deux étapes, le dépôt des lettres d'intention, puis le dépôt des projets finaux, avec un séminaire de co-construction intermédiaire. Donc là, pour les lettres d'intention qui sont sélectionnées, évidemment, quand on fait des remarques sur le consortium pour souligner d'éventuels manques, on peut, le cas échéant, si on a la connaissance, indiquer des gens qui pourraient être intéressés pour rejoindre le consortium. Mais c'est l'opportunité, entre guillemets, qui fait le larron. Mais on n'a pas forcément la vocation, voilà, à aller plus avant dans la co-construction des consortia. On laisse les éventuels partenaires se manifester entre eux et se coordonner. Du coup, là, on va vraiment faire la période questions-réponses là pour répondre à peu près aux questions et réponses des personnes. Mais on peut, s'il reste une petite phase à la fin de la réunion et qu'on a du temps, que certaines personnes, si elles veulent préciser leur périmètre de travail et en quoi elles peuvent apporter quelque chose et que ça soit l'occasion lors de ce webinaire de le présenter de manière orale, c'est possible. Mais on va d'abord répondre aux questions pour vérifier qu'on a bien couvert tout le monde et après on peut faire une phase où vous pouvez, pour ceux qui le souhaitent et qui cherchent des partenaires, faire des annonces. En fait. Bonjour, du coup j'avais une question. Donc, si j'ai bien compris, les chambres d'agriculture peuvent bien déposer un projet et je voulais vous demander si le temps passé des agents des chambres sont pris en charge par cet appel à projet. Alors, dans les dépenses éligibles, sont éligibles les dépenses de personnel du moment qu'ils ne sont pas des personnels à charge comme dans les établissements publics et déjà financés par des financements publics, bien entendu. Sous réserve, bien sûr, du montant, comme on a dit tout à l'heure, de subvention totale, c'est-à-dire que le taux de subvention ne peut dépasser, je crois, 75% du coût complet. Oui, il est possible sauf erreur de mon part, tu me corriges Antoine, mais sauf erreur de ma part, dans les dépenses éligibles, oui, il est possible que des personnes de chambres d'agriculture puissent être financées. A priori, oui. Je viens répondre à la question de Thomas Julien là, sur analyse ex post ou projet en cours. Donc, c'est sûr que on se base sur des expériences. Donc, analyse ex post, donc des projets sur lesquels on a des retours sont utiles. Ça peut être des projets aussi en cours du moment qu'on a quand même quelques éléments d'enseignement. Pour ce qui serait des projets à engager, c'est sûr que c'est un petit peu
délicat, mais on peut aussi, enfin, une idée qui me vient, c'est voilà, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs projets ou bénéficier en gros de l'expérience de certains projets et voilà, voir comment ça se redéploie sur des projets qui s'engagent, ça peut être des choses qui peuvent être, voilà. Mais je vois mal comment on peut avoir des enseignements sur un projet futur, voilà. Mais peut-être que voilà. Donc j'ai peut-être voilà, peut-être sur quelque chose de plus précis, je dirais peut-être pas la même chose, quoi. Mais comme ça, a priori, je le vois pas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les enjeux scientifiques ou au niveau administratif? Sachant qu'au niveau administratif, il y aura également une FAQ qui sera déposée sur la page web Ecofitopic de l'appel, qui reprendront des éléments qu'on a donnés ici et puis qui compléteront pour le conventionnement, pour les attendus, pour le calendrier de l'appel, etc. Donc, vous pourrez trouver tous ces éléments. Mais si en particulier vous avez des questions sur les enjeux scientifiques, c'est le moment, puisque voilà, vous avez Stéphane Lemarié et puis d'autres membres du CSEI qui sont présents, donc ils peuvent répondre à ces questions. Si je voulais faire aussi un tout petit commentaire, donc je m'étais présenté, hein, je suis un chercheur en économie, donc c'est possible que j'ai eu un petit biais lié à ma discipline économique et dans la façon de présenter et peut-être pas souligner assez certains aspects d'autres disciplines, notamment en sciences sociales, en sociologie, etc. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. Je ne sais pas si, voilà, par rapport à, voilà, on couvre bien les différentes disciplines et voilà, s'il y a un biais un peu perçu sur des aspects plus économiques, c'est peut-être lié au fait que bah, voilà, à ma discipline, mais voilà, il y a certainement des questions très intéressantes en recherche sur ces différentes disciplines, quoi. Voilà. Juste pour préciser, dans la fac, vous aurez les dépenses qui sont éligibles. Au cas où vous avez besoin, on vous référera à ça. Mais notamment, il est précisé les dépenses de salaire, lesquelles sont éligibles, lesquelles ne le sont pas. Parce que j'ai pas été peut-être assez précise dans ma réponse. Eh bien, si c'est bon et qu'il n'y a pas d'autres questions, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on passe à la session qu'on vous a dit tout à l'heure, à la demande justement d'une des personnes qui étaient présentes. Si certains d'entre vous veulent se présenter et dire un petit peu sur quoi ils travaillent, pour pouvoir faire du lien, vous pouvez bien sûr remettre vos caméras à ce moment-là. N'hésitez pas, c'est l'occasion. Ou pas. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Je vais mettre les écouteurs parce que ça. Je suis. Allô? Voilà, excusez-moi. J'entends mieux. Je suis Erwan Alain, je suis le directeur scientifique de CT Sobac, qui fabrique un complexe de micro-organismes qui s'applique sur toute culture, en agriculture, et qui vend aux agriculteurs. Et en fait, on a comme effet secondaire du fait qu'on a remarqué qu'on pouvait réduire l'utilisation en général par 2 des produits phytosanitaires. Voilà. Donc, on est candidat comme solution technique, en fait, comme quelque chose d'intéressant à étudier, je pense, du point de vue plus scientifique, pour creuser les mécanismes qui nous permettent de réduire justement ces produits phyto. Et voilà, donc, on serait prêt à participer à un projet dans un consortium. Voilà. Donc, s'il y a des gens autour de la table qui sont intéressés par travailler avec nous, on est ouvert à cela.
Merci beaucoup. Et donc, peut-être que vous avez mis vos coordonnées déjà dans le formulaire pour venir au webinaire, mais n'hésitez pas à les remettre sinon dans le chat, que les gens puissent les récupérer s'ils en ont besoin. Oui, je l'ai fait, donc mais je vais le remettre dans le chat. Merci. Merci beaucoup. D'autres personnes? Recherche ou société ou n'hésitez pas. Thomas Julien de la coopération agricole, bonjour. Merci pour la présentation et un peu également comme l'intervenant juste avant moi également. Donc au niveau des coopératives, alors je découvre un peu moi l'appel à projet. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de regarder les documents en amont. Donc je ne sais pas encore dans quelle mesure on peut contribuer ou participer à des projets, mais voilà, s'il y a en tout cas des réflexions qui s'organisent et qu'il peut y avoir un intérêt de mobiliser des coopératives, j'ai laissé mes coordonnées également, donc il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. Ça ne veut pas dire que les choses se feront, mais en tout cas, on peut essayer de faire le relais avec les coopératives pour voir s'il y en a certaines qui peuvent être intéressées, selon les projets, bien évidemment. Merci beaucoup. N'hésitez pas à donner quelques exemples de projets sur lesquels vous êtes impliqués, parce que s'il y en a ou que vous avez en tête, enfin voilà, ça parlera peut-être aussi un peu plus, quoi. Voilà. Pour abonder sur l'objectif de l'appel à projet, très clairement, effectivement, il y a toujours la même question qui se pose, c'est comment on valorise les efforts qui sont faits par un élément du maillon de la chaîne de valeur, et comment on le valorise sur les marchés, avec évidemment quelle est l'attente des consommateurs et quelle est sa propension à payer. C'est évidemment une vraie question. Donc je pense que pour ce titre-là, c'est plutôt intéressant. Après, il faut trouver effectivement le bon angle d'attaque, le bon territoire, la bonne coopérative ou le bon label sur lequel on peut essayer d'extraire un peu des éléments intéressants à ce titre-là. Et pour avoir participé au Comité national d'évaluation de la politique agroécologique, c'était une des conclusions justement de dire que s'il n'y a pas de marché, ça allait être assez difficile aussi d'engager un mouvement structurant sur la transition agroécologique, mais que le marché, ça se décrète pas non plus. Donc voilà, quelles sont les conditions pour initier une dynamique aussi à ce titre-là. Donc je pense que sur le compte, c'est intéressant. Après, il faut trouver le bon angle d'attaque, quoi. C'est un peu la difficulté, je pense. Et votre coopérative, vous êtes dans une coopérative, hein, votre coopérative, elle a mis en place certains de ces projets? C'est une fédération de coopératives en fait. La coopération agricole, c'est la fédération des coopératives. Alors moi, je suis à l'ouest, mais je peux faire le relais avec notre réseau national, quoi. D'accord. Donc il y a déjà des projets qui existent. On est porteur de labels et de chaînes de valeur en fait, bien évidemment. Et notamment, je pense à ça comme ça spontanément, tout ce qui est produits sans, qui se sont pas mal développés ces derniers temps, et notamment sans phyto, notamment sur des productions de légumes sous serre par exemple. Donc voilà. Est-ce que ça peut les intéresser de rentrer dans une analyse justement un peu de ce type-là, pour essayer d'extraire les enseignements de tout ça, peut-être, à creuser. D'accord, d'accord. Bien, donc je vais prolonger un petit peu ce que je disais précédemment. Donc, Philippe Banson, je suis professeur d'économie à l'Université des Antilles, UMR CNRS, le F2S. Et donc, je suis spécialiste, je travaille particulièrement sur les questions de construction et de gouvernance des politiques publiques, en lien en particulier avec l'économie sociale et solidaire, en mobilisant aussi des outils qui concernent l'évaluation contingente, donc avec d'autres collègues qui sont impliqués donc avec moi dans le projet que j'évoquais précédemment, qui a été validé par Ecofito là, qui démarre cette année, donc un programme sur les procédés agro-environnementaux pour la production de tomates en Martinique. Donc il y a vraiment des liens assez étroits donc entre ce projet qui vient d'être validé et donc le projet Puma. J'étais tout particulièrement positionné par rapport à Puma sur les questions justement de co-construction, d'articulation avec les parties prenantes. C'est pas l'objet premier de ce projet, puisque bon, la dimension partie prenante n'y était pas, mais bon, je suis impliqué dans votre projet sur les questions de consultation donc
des ménages à travers donc une étude d'évaluation contingente, voir donc le lien aussi avec les organisations d'économie sociale et solidaire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, bon, je suis pas intéressé pour être porteur de projet, mais effectivement, on pourrait, le cas échéant, avec d'autres économistes qui travaillent avec moi, on pourrait donc contribuer à un consortium. Mais bien évidemment, il faudrait, et notamment sur les thèmes, donc, sur le thème 2 et le thème 4, semble-t-il. Bien évidemment, ça suppose en amont qu'on puisse, comme je le disais, donc avoir des échanges. Donc, là, c'est l'occasion effectivement de se présenter, mais peut-être qu'au-delà de ça, bon, la diffusion des éléments sur chacun concernant donc son objet d'étude permettrait donc et la diffusion, c'est ce que vous avez un petit peu fait à travers la demande de diffusion. Donc, je pense que ça peut permettre donc de structurer des équipes qui soient plus fortes. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre vos coordonnées dans le chat. Et y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent se présenter? Si c'est bon, s'il n'y a plus d'autres réactions, on va considérer que c'est bon. On vous donne rendez-vous de toute façon sur le site Démarche Simplifiée. Pour déposer votre projet, vous y retrouverez l'ensemble des modèles de dépôt et les formulaires. Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à les envoyer à l'animation Ecophyto. Si Damien, tu peux mettre le mail de l'animation dans le chat, ça serait super. Et donc, en espérant que cet appel soit fructueux pour l'ensemble des ministères et le CSRI n'attendent que ça, qu'avoir vos propositions. Et on va vous souhaiter une bonne journée. N'oubliez pas, la fin des dépôts, c'est en février, fin février, 26 février, si je me trompe. Voilà. Merci à Stéphane pour la présentation et à Antoine aussi. Et à vous tous. Merci à tous. Je voulais juste faire un dernier petit commentaire, c'est que on a l'impression, alors c'est plus personnel, hein, mais c'est que notamment par rapport à la mise en lien d'équipes académiques et d'acteurs de terrain, et peut-être voilà, il y a des choses à construire et qui voilà. Alors, comme l'a dit Anne-Sophie, vous pouvez contacter l'animation. Peut-être ça peut nous conduire si c'est voilà. De mon côté, je connais différents collègues en sciences sociales, notamment à INRAE, mais pas seulement, qui peuvent être intéressés. Je veux bien essayer de mettre en contact, mais voilà, je ferai au mieux pour aider si je peux suggérer des équipes sur un sujet précis. Mais voilà, comme l'a dit Anne-Sophie, on n'est pas là non plus pour construire des réseaux. Si on peut aider, on le fera, hein, bien sûr. Et après, bien sûr, c'est mettre en contact et c'est pas forcément les personnes peuvent répondre bah non, j'ai pas le temps en ce moment, je suis sur d'autres sujets. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé et que vous serez nombreux à répondre. La présentation, on nous l'a demandé plusieurs fois, sera sur la page d'Ecophytopie qui correspond à l'appel. Donc, dès la fin de ce webinaire, on va demander à l'animation de la mettre, bien entendu. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end un petit peu en avant. Ah, il y a encore des chats.